Veuillez vous asseoir. Des remerciements sincères à nos panélistes et experts pour leur contribution très riche et au jeune PDG Ekewi pour les choses très importantes qu'il fait pour le fait d'inspirer les jeunes Africains. Merci pour Alan Kasouja pour avoir modéré ce panel. Merci Alan. Mesdames et messieurs, si vous voulez bien vous asseoir, nous allons donc écouter ou suivre le reste du programme. Thank you very much once again. Merci beaucoup une fois de plus à nos panélistes et à Alan Kassoudi pour cet excellent travail. Distingués invités, mesdames et messieurs. Alors, il y a des photos qui continuent de se faire. Nous devons conclure cette séance. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Veuillez rejoindre vos places. Mesdames et messieurs, veuillez regarder vers l'écran pour une déclaration de Son Excellence Chrysoula Zacharopoulos, ministre délégué au développement, à la francophonie et aux partenariats internationaux de la République française. Le président de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de participer à ce sommet sur la souveraineté alimentaire et la résilience en Afrique, malheureusement à distance. Je salue l'initiative du président Macky Sall et du président Adesina de tenir ce sommet. Comme vous le savez tous, ce sommet se tient dans un moment crucial pour la sécurité alimentaire mondiale et particulièrement pour la sécurité alimentaire africaine. Nous affrontons des crises multiples sur les plans sanitaire, environnemental et économique. Ces crises freinent notre capacité collective à réduire la faim et la malnutrition. De plus, la Russie, suite à son agression brutale et illégale de l'Ukraine, fait de la sécurité alimentaire une arme de chantage et de guerre. Et si ces difficultés affectent toutes les régions du monde, leurs conséquences sont particulièrement dramatiques en Afrique, où plus d'une personne sur 5 est confrontée à la faim. Dans ce contexte, cette conférence doit constituer un moment important dans la mobilisation collective pour renforcer la production agricole et alimentaire en Afrique de façon durable et résiliente. Et mon message aujourd'hui, c'est que la France, avec l'Union européenne, sont au rendez-vous. Nous sommes à vos côtés pour renforcer la souveraineté alimentaire des pays africains. Le renforcement de notre coopération agricole au bénéfice de la souveraineté africaine figure déjà parmi les engagements pris dans le cadre du partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Dès les premières semaines suivant l'invasion russe de l'Ukraine, nous nous sommes mobilisés pour mettre en place des corridors de solidarité pour faire sortir les céréales d'Ukraine et pour porter l'initiative FARM qui allie une solidarité de court terme et des investissements de long terme pour promouvoir la production locale africaine. Et la France est aussi pleinement mobilisée sur l'accès aux engrais. Nous avons entendu votre message et savons que c'est un enjeu central pour bâtir la souveraineté alimentaire du continent africain. En septembre, aux Nations Unies, le président de la République Emmanuel Macron a lancé aux côtés notamment du Sénégal, de la Commission européenne et de l'Union africaine l'opération Save Crops, sauvetage des récoltes. Cette opération est un modèle de coopération euro-africaine. Elle vise à faciliter l'acheminement d'engrais vers les pays qui en ont le plus besoin pour assurer les récoltes à venir, mais également à réduire notre dépendance commune aux engrais importés. Dans le cadre du Forum de Paris pour la paix en novembre dernier,
de nouvelles actions ont été annoncées pour concrétiser cette démarche. La mise en place par la FAO d'une plateforme de suivi des besoins des pays africains en matière d'engrais, un soutien financier de la France à hauteur de 7,5 millions d'euros aux opérations d'acheminement d'engrais menées par le Programme alimentaire mondial. La première, à destination du Malawi, est en cours depuis le port de Beira au Mozambique, un soutien à la montée en puissance du marché agricole intra-africain et la perspective d'investissement accru dans les filières agricoles durables et les solutions d'engrais innovantes grâce à l'engagement du secteur privé et euro-africain. De plus, la France salue l'annonce d'une task force sur les engrais par la Commission européenne et la Commission de l'Union africaine. Elle nous permettra de faire avancer notre agenda commun euro-africain dans ce domaine en vue de nos prochains rendez-vous communs. Enfin, nous veillerons à inscrire la question des engrais en Afrique comme ailleurs dans le cadre plus général du renforcement de la fertilité des sols et de la transition agroécologique. La France a développé une expertise reconnue sur ces questions. Nous sommes prêts à la partager avec nos partenaires africains, y compris par des formations à plus long terme. Mes chers amis, vous pouvez compter sur l'engagement important et constant de la France et de l'Union européenne pour accompagner la souveraineté alimentaire du continent africain. Pour poursuivre ce travail en commun, je vous souhaite un excellent sommet de Dakar et je vous dis à très vite. Je vous remercie. Merci pour ces mots sympathiques, Madame la Ministre, et merci pour l'appui de la République française. Permettez-moi, à ce stade, de passer la parole à un de mes co-modérateurs, Dr Papa Abdoulaye Seck, connu par beaucoup de ses amis et collègues comme Pape Seck, un pluri-académicien des sciences agricoles, ambassadeur, ancien ministre de l'Agriculture du Sénégal, qui va modérer le panel suivant sur les politiques de transformation de l'agriculture africaine. Veuillez ovationner Dr Papa Seck pendant qu'il se rapproche du podium. Après que l'on aura terminé le changement de nom, veuillez nous le faire savoir de sorte que le panel puisse commencer. Merci à l'équipe technique de procéder à ces changements rapidement. On peut venir juste pour voir. Vous avez quelqu'un qui va présenter. Où est-ce qu'il est? Il faut la Ah oui. Est-ce que vous avez son nom? Oui, bon, j'appelle tous les panélistes. D'accord. Bon, il semblerait qu'avant de faire venir... Est-ce qu'on m'entend? Les membres du panel, je dois d'abord appeler M. Christophe Guillou de la France pour une intervention de 3 minutes. Ensuite, nous ferons monter les différents membres du panel pour commencer nos discussions. Est-ce que M. Christophe Guillou est là? Cher ami, vous avez la parole pour 3 minutes.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer et remercier les présidents Macky Sall et Akinwumi Adesina pour avoir conçu et organisé cet important sommet qui a mobilisé bien au-delà des attentes. Je saisis cette occasion, puisque c'est la première fois que je m'exprime ici, pour souligner une fois de plus l'hospitalité et l'accueil sur ces belles terres de la Teranga. La France est au rendez-vous et se tient une fois de plus aux côtés des gouvernements et des populations africaines pour parvenir à la souveraineté alimentaire et la résilience. Le contexte actuel nous rappelle en effet la nécessité de rendre nos systèmes alimentaires résilients et durables. Les crises agissent non pas comme des causes, mais bien comme des révélateurs des défis structurels des systèmes alimentaires. Il nous faut donc des politiques ambitieuses de transformation de l'agriculture et plus globalement de renforcement de la résilience et de la durabilité des systèmes alimentaires. Dans la mobilisation actuelle, 3 axes majeurs de transformation nous semblent particulièrement importants. 1. Le renforcement de la nutrition, thème de l'année 2022 de l'Union africaine. 2. La structuration de filières locales. Et 3. La transition vers des systèmes alimentaires durables. La France sera le prochain pays hôte du sommet Nutrition pour la croissance dans 2 ans. Comme vous le savez, les effets de la nutrition sont moins spectaculaires que ceux de l'insécurité alimentaire à court terme, mais ils sont encore plus coûteux et dévastateurs à long terme. La malnutrition pouvant occasionner des pertes de PIB de l'ordre de 10 points pour les pays. La nutrition est donc un outil puissant de développement, en particulier lorsqu'on la concentre sur les 1000 premiers jours de la vie. Nous appuyons par ailleurs l'élaboration de politiques permettant la structuration de chaînes de valeur durables, à l'instar de la mobilisation à travers l'initiative protéines végétales lancée lors du sommet UE-UA de l'an dernier. Enfin, la France continuera d'être un fort soutien de la transition vers des systèmes alimentaires durables, tenant compte des différentes crises en cours, alimentaires bien sûr, mais également climatiques et écosystémiques. Au-delà de ces 3 points, la stratégie actuelle de la France porte également sur la création dans l'agriculture d'emplois décents, en particulier pour les jeunes et les femmes, ainsi que l'assistance aux populations les plus vulnérables pour faire face aux crises alimentaires et renforcer leur résilience. Notre politique de solidarité internationale met l'accent sur 19 pays prioritaires, dont 18 sont des pays d'Afrique subsaharienne. En 2022, la France aura ainsi mobilisé environ 700 millions d'euros, soit un peu plus de 500 milliards de francs CFA d'aide publique au développement pour soutenir des actions de sécurité alimentaire, de nutrition, d'agriculture durable et de développement rural. Ces actions passent notamment par les projets portés par l'Agence française de développement, mais également par l'appui aux agences des Nations Unies que sont le FIDA, le PAM et la FAO. La France soutient également le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, dont les directives volontaires constituent un cadre précieux pour guider tous les pays, y compris en Afrique, et les aider à transformer leur politique agricole et alimentaire. J'aimerais enfin, et pour conclure, souligner le rôle essentiel de la formation agricole et rurale, ainsi que la recherche agronomique pour accompagner ces transformations et l'engagement à cet égard des organismes de recherche français, le CIRAD, l'INRAE et l'IRD, aux côtés de leurs partenaires africains ou d'autres acteurs majeurs comme le CGIAR. Je pense également à l'initiative européenne de CIRA qui finance des projets développant des innovations agroécologiques pour améliorer la productivité, le revenu et la résilience des petits producteurs au Sahel. Je pense également à des projets favorisant une mécanisation adaptée
pour accompagner l'intensification agroécologique. Enfin, je pense à l'initiative Tsara, lancée en 2022, pour co-construire entre instituts africains et européens un portefeuille de projets de recherche, de formation et d'innovation en appui aux politiques publiques pour augmenter la productivité agricole, renforcer la résilience et accélérer la transition agroécologique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, M. Christophe Guillou, pour votre brillant propos. À présent, je vais appeler les membres du panel pour que nous puissions démarrer effectivement les travaux de cette commission. Tout d'abord, je voudrais respectueusement appeler l'honorable Ali Saleh Diop, ministre de l'élevage et des productions animales du Sénégal. Ensuite, le docteur Aboubakar Karim, ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire de Sierra Leone. Appelez également Madame Sako, commissaire de l'agriculture, développement rural, économie bleue à l'Union africaine. Ensuite, appelez M. Simon Ewi. Ah, on te cherche ici, tu ne sors pas derrière. C'est pas grave. Ça va. Ensuite, M. Shagib Ali, président et CEO de... Et enfin, M. Hervé Doba, ministre des Finances de Centrafrique. Chers amis, j'ai ce matin l'insigne honneur de modérer ce panel de très haut niveau constitué de hautes personnalités scientifiques et politiques. Le menu du jour est connu de tous. Il s'agit de la politique de transformation de l'agriculture africaine. Ce menu, il est copieux, mais nous tenons à vous souhaiter quand même une bonne dégustation. Notre conviction partagée, c'est qu'il faut décomplexer l'agriculture africaine, il faut inventer un futur agricole pour l'Afrique où immanquablement demain sera meilleur qu'aujourd'hui. C'est le prix qu'il faut payer pour la matérialisation de notre rêve partagé. Ce rêve partagé, c'est quoi? C'est assurer l'indépendance alimentaire de l'Afrique. Et on peut s'accorder en disant que très certainement l'indépendance alimentaire est la plus forte des indépendances, parce qu'elle est directement liée à notre honneur et à notre dignité. C'est pourquoi, de plus en plus, les questions agricoles sont surclassées pour être des questions nationales, compte tenu de la perte de confiance des pays africains
vis-à-vis du marché international, qui ne peut pas nous permettre d'assurer notre sécurité alimentaire. Il nous faut donc avoir des systèmes d'innovation où il y aura une parcellisation des responsabilités entre acteurs publics et privés et de savoir agréger intelligemment l'ensemble des contributions pour avoir un impact significatif dans le secteur agricole. Ça, c'est ce que nous appelons les politiques agricoles. Alors, aujourd'hui, nous avons un panel constitué de personnalités politiques et scientifiques. Et l'interrogation que nous avons, c'est celle de savoir comment les politiques agricoles peuvent intégrer un certain nombre d'éléments permettant d'avoir un impact. Ces éléments, ce sont les changements climatiques, et je dirais perte de biodiversité. C'est comment faire face à la précarité des emplois ruraux, comment assurer une bonne réforme foncière pour permettre la sécurisation de l'investissement privé sans transfert de propriété, comment assainir l'environnement de la production et de la commercialisation pour que les producteurs puissent produire plus et mieux, qu'il y ait une massification de l'investissement privé, qu'il y ait aussi l'émergence d'autres acteurs qui vont intégrer l'arène dans le cadre de la consolidation et de l'élargissement de notre offre agricole. Alors, que doit faire un État? Enfin, nous parlons toujours de la nécessité d'avoir un secteur privé fort en Afrique. Quels sont les risques de ce secteur privé? Et comment est-ce qu'on peut atomiser ces risques dans le cadre de nos politiques afin que nous ayons un secteur privé travaillant en bonne intelligence avec des exploitations familiales bien formées, bien informées, pour que l'agrégation de toutes ces contributions puisse nous permettre d'avoir une agriculture africaine à la fois compétitive, diversifiée et durable. Agriculture avec un grand A, je suis avec le ministre de l'élevage n'est pas oublié. Donc sur ce, je vais donner la parole à chaque membre du panel pour 3 minutes et leur donner la liberté la plus totale en fonction de leur centre d'intérêt, d'intervenir sur un de ces différents points et ensuite on pourrait relancer le débat et voir ce qu'on peut faire. Donc, ce n'est pas une modération classique où on pose des questions dès le début. Non, c'est comme un examen. On a le sujet, première question jusqu'à la dernière question. On choisit les sujets qu'on veut pour sécuriser et puis on passe. Voilà, c'est comme ça que je vais modérer. Voilà, voilà. Donc, M. Ali Saleh Diop, ministre de l'élevage et des productions animales du Sénégal, le sujet est donné, à vous de choisir vos questions, de répondre, et ensuite, on va rebondir. Voilà. Merci beaucoup, Dr Papa Abdoulaye Seck, connu en tout cas pour son originalité. Merci donc. Je pense que il y a quand même un certain nombre d'éléments de contexte qu'il faut partager entre nous, Africains. L'Afrique est traversée par des crises climatiques depuis le début des années 70. Des crises cycliques qui ont eu pour conséquence la dégradation de notre environnement, dégradations qui ont impacté globalement d'abord notre système productif et par conséquent nos productions.
depuis un certain nombre d'événements majeurs de politique ont été initiés ça et là pour tenter de trouver une ou des solutions à ces crises. Ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis quelques années, la question alimentaire est devenue une question centrale. Parce que d'elle dépend un certain nombre de choses, j'allais dire tout simplement le développement de nos économies. Au Sénégal, le gouvernement a tenté de trouver une réponse par rapport à ces questions, sous l'autorité de son Excellence, M. le Président Macky Sall. Nous avons estimé que la globalité du monde fait que nous sommes obligés de nous inscrire dans une dynamique d'ouverture pour essayer de voir dans quelle mesure le Sénégal pourrait se positionner dans ce contexte mondial ouvert pour produire plus et mieux. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en avant un certain nombre de considérations. La première chose, ça a été d'essayer de dessiner un environnement institutionnel, réglementaire, pour permettre en tout cas à notre pays d'asseoir des bases solides pour pouvoir effectivement se projeter vers une agriculture compétitive et durable. C'est ainsi que une loi qu'on appelle la loi d'orientation agro-silvopastorale a été mise en place pour dessiner le cadre réglementaire institutionnel dans lequel l'ensemble des acteurs devraient pouvoir en tout cas trouver le terreau à partir duquel, que ce soit les agriculteurs, les éleveurs, mais également les pêcheurs puissent trouver les fondamentaux pour pouvoir en tout cas aller dans le sens de mettre en place un dispositif productif capable de résister aux aléas climatiques. Au plan sectoriel également, on peut citer le code pastoral, qui est un instrument permettant les agriculteurs et les pasteurs de trouver un cadre dans lequel, dans un esprit partagé, on peut trouver effectivement les instruments, les mécanismes pour permettre à chaque acteur de pouvoir se mouvoir dans un contexte où les superficies emblavées augmentent pour pouvoir répondre à une demande agricole beaucoup plus importante, mais également dans un contexte où nos cheptels augmentent, dans un contexte de péjoration climatique qui fait que les éleveurs sont de plus en plus amenés à se mouvoir dans un espace effectivement statique. Autant de choses qui font qu'effectivement le cadre institutionnel, réglementaire devrait être en tout cas au départ de l'aventure. La deuxième chose, ça a été de mettre en place le secteur privé au devant de l'aventure. Je pense que, sans risque de me tromper, nous sommes aujourd'hui sûrs que le développement de nos économies doit être porté par le secteur privé. C'est la raison pour laquelle le Sénégal a pensé d'abord à la formalisation effectivement de nos acteurs pour les mettre dans un cadre performant parce qu'effectivement, quelque part, c'est eux qui devraient être justement le moteur, en tout cas, de développement de notre économie. Enfin, l'État a pensé mettre en place un système, un dispositif infrastructurel qui permet effectivement de faire en sorte que les fondamentaux en termes de structure, d'infrastructure soient là. Le président Macky Sall a pensé effectivement que
Dans ce registre, un réseau hydraulique devrait être mis en place, que ce soit par le biais de l'irrigation, que ce soit par ce qu'on a appelé chez nous le PUDC, qui est le programme d'urgence développement communautaire, qui a permis de mailler effectivement le pays en infrastructures hydrauliques. Mais également les infrastructures de télécommunication pour développer les services. Voilà un peu les 3 éléments autour desquels vont se structurer en tout cas l'économie agricole pour pouvoir répondre à la demande alimentaire et nutritionnelle de notre pays. Voilà, comme vous l'avez demandé dans un premier temps, oui, le cadre dans lequel effectivement le Sénégal s'inscrit pour pouvoir effectivement asseoir une agriculture durable, mais également compétitive dans le cadre d'un marché mondial ouvert. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de l'Élevage et des Productions animales du Sénégal. Nous vous avons écouté avec une attention soutenue. Je pourrais peut-être passer la parole à l'autre ministre de notre panel, qui est le ministre de l'Agriculture de Sierra Leone, parce que les questions que j'aurai à poser vont concerner les 2 ministres. Et pour éviter de me répéter, je préfère passer la parole. Après son intervention, je vais relancer le débat. Bon, là, ça devient comme à l'examen, on va poser des questions aux 2 ministres pour voir comment est-ce qu'on va animer la salle et notre panel. Monsieur le ministre de Sierra Leone, vous avez la parole. Floor is for you, my dear brother. Vous avez la parole, mon cher frère. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par remercier les organisateurs de ce sommet. Et je pense que c'est ici une opportunité pour nous tous de pouvoir présenter les défis et les opportunités qui sont les nôtres, en particulier dans le secteur agricole. Je vais aborder les questions politiques, environnementales et institutionnelles que nous devons prendre en compte dans le secteur agricole. Je pense que toute politique et institution pour son développement doit être centrée sur l'humain. L'humain doit être au centre. Et dans le cas de la Sierra Leone, ce que nous avons fait, c'est de véritablement engager nos parties prenantes à comprendre quels sont les problèmes, les préoccupations, de sorte à comprendre comment adapter les interventions. Et quelques questions clés qui vous sont probablement familières. C'était premièrement l'accès au financement. Et nous savons que cela est crucial dans la mise en œuvre des programmes. Nous voyons bien trop souvent que les fermiers ou les distributeurs d'intrants ont des défis financiers, en particulier en ce qui concerne l'obtention de financement de la part des banques commerciales avec des intérêts élevés, souvent à 2 chiffres. Et ce que nous avons fait en tant que gouvernement sous le leadership de son Excellence le Président, c'est de voir ce que nous pourrions faire pour en fait appuyer nos banques commerciales de sorte qu'elles puissent se pencher favorablement sur les besoins de nos acteurs du secteur privé. Et nous avons donc créé au sein de la Banque centrale un taux directeur à 1 chiffre, ce qui a aidé nos banques commerciales et par ricochet nos planteurs. Nous envisageons dorénavant mettre en place une banque agricole ou en tout cas une banque favorable aux prêts agricoles. L'autre aspect qui a émergé qui a émergé dans cette conversation, c'est
la question de l'accès au marché. Nous savons tous que parfois, c'est un problème pour certaines de nos communautés et la plupart de nos planteurs ont du mal à transporter la production des lieux de production au marché. Et ce que nous avons fait avec Son Excellence le Président, c'est d'investir beaucoup dans les voies d'accès. Et nous avons construit 164 kilomètres de voies d'accès à nos zones agricoles. Et dans certaines de ces zones, il y avait des téléphériques et nous avons envisagé de construire des ponts, toutes choses qui permettront de relier la communauté et permettre l'accès au marché. Des activités similaires ont été entreprises dans les pays voisins. L'autre aspect qui a émergé de nos conversations, c'était la question de l'énergie. Nous savons que c'est une question importante, en particulier pour la transformation, les capacités d'entreposage, etc. Et donc, nous sommes éligibles au pacte énergétique et une partie de cette éligibilité va permettre de financer ces pôles de croissance de sorte à rendre l'énergie abordable. L'autre aspect, c'est l'accès à des intrants de qualité. C'est crucial parce qu'au bout du compte, si on n'a pas le bon type d'intrant adapté à vos conditions écologiques, votre rendement ne sera pas au niveau. C'est donc important d'avoir un cadre réglementaire relatif à ce domaine pour les distributeurs et pour le pays. Et nous avons mis en place une agence de réglementation et nous avons l'agence de réglementation des semences et des intrants de sorte à avoir dans le pays le bon type de semences et le bon type d'intrants. Alors, pour ce qui nous concerne, nous faisons beaucoup pour mettre en place les institutions adaptées ainsi que les politiques adaptées. Pour finir, l'autre aspect que nous tendons à omettre, c'est la question de la recherche. Parce que peu importe ce que l'on fait, la recherche est la base pour avoir les bonnes informations et les bons produits susceptibles d'être employés à conformer notre productivité aux standards pertinents. Donc, ce que je peux dire, sous le sage leadership de Son Excellence, le secteur avance, mais ce n'est pas à dire qu'il n'y ait pas de défis, mais relever ces défis exige un cadre réglementaire adapté et c'est ce que nous faisons. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Monsieur le ministre. À présent, on peut poser quelques questions aux deux ministres, ministre de l'Agriculture de Sierra Leone et ministre de l'Élevage du Sénégal. Lorsque nous écoutons les ministres en charge des départements de l'agriculture et de l'élevage, et on les écoute religieusement, on se dit, au fait, ces secteurs ont beaucoup de problèmes, mais si on fait une typologie de ces problèmes, on se rend compte que les solutions à trouver ne sont pas à l'intérieur de leur département ministériel, mais dans d'autres
départements ministériels. C'est pourquoi moi je m'étais permis d'écrire une fois, les problèmes de l'agriculture, c'est 30% dans les champs, 70% en dehors des champs. Vous parlez de crédit, c'est hors ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. On parle d'infrastructures de base, routes, pistes de production, magasins de stockage, etc. C'est en dehors de ce qu'on appelle communément ministère de l'Agriculture, de l'Élevage ou de l'Environnement. C'est ailleurs. On parle aussi de recherche agricole. Dans la plupart des pays, la recherche agricole est logée au ministère de l'Enseignement supérieur, etc. Donc, c'est encore hors contrôle. Ensuite, on va parler de régulation des marchés. Par exemple, Sierra Leone, comment réguler le marché du riz pour protéger la production. C'est le ministère du Commerce. Donc, il y a le fait que c'est les ministères qui ont en charge un secteur, mais qui n'ont pas toutes les clés concernant ce secteur. Alors, comment est-ce qu'il faut faire ce maillage entre ce qu'on pourrait appeler les solutions publiques des décideurs et ensuite faire une connexion avec les acteurs? C'est là où, effectivement, on rencontre de plus en plus des problèmes. Donc, quelqu'un disait, le feu Jacques Diouf, bon, écoutez, ministère, agriculture, élevage, etc., vous avez tous les problèmes. En plus de ça, il y a la loterie météo, il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir. Et quand ça marche, on dit bravo aux autres. Quand ça ne marche pas, vous êtes responsable. Donc vous êtes responsable de tout, au fait. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tout ça pour une bonne parcellisation des responsabilités, pour qu'on cesse de considérer nos économies rurales comme des économies administrées, mais comme des économies rurales qui sont libéralisées et co-gérées? Monsieur le ministre, je ne sais pas si j'ai posé des questions compliquées à de hautes personnalités politiques. Pas du tout. Bon. Pas du tout. Merci, Papa Abdoulaye. Mais je dois dire que nous sommes dans un gouvernement. Dans un gouvernement qui travaille sur la coordination d'un Premier ministre et sous la directive d'un président de la République. Ce que nous avons aujourd'hui au niveau du Sénégal, nous avons ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent, dans lequel est inscrit l'ensemble, effectivement, d'abord la vision du chef de l'État en matière de développement agricole, avec une bonne distribution des tâches sur le plan sectoriel. Je crois que ce cadre ainsi défini permet en tout cas une correcte prise en charge de l'ensemble effectivement des activités à réaliser pour qu'ensemble on converge vers la porte d'entrée de la sécurité alimentaire. Okay. Donc ce gouvernement qui est l'instrument de réalisation de cette vision qui est élaborée dans le cadre du plan Sénégal émergent permet ce gouvernement-là, avec l'ensemble de ses composantes, de se retrouver dans le cadre de ce gouvernement pour pouvoir harmoniser un peu ce qu'il doit lieu de faire. Je crois qu'une bonne structuration des activités sectorielles permettra de prendre en charge véritablement la politique telle que déclinée dans ce plan-là. En tout cas, au Sénégal, c'est comme ça la compréhension que nous avons. Absolument. C'est la raison pour laquelle il ne se passe pas une quinzaine de... Enfin, chaque semaine, il y a un conseil des ministres. Il y a parfois des conseils interministériels. Vous comprendrez effectivement que le cadre est là pour pouvoir asseoir une vision qui est là et qui a pour finalité, en tout cas, de répondre en tout cas à la problématique, quelle qu'elle soit.
non seulement sur le plan effectivement de la sécurité alimentaire, mais également toutes les autres problématiques qui se posent à un État. Merci, Monsieur le ministre. Je crois que votre réponse est très claire. Il s'agit d'assurer une bonne coordination en interne, de bien dialoguer avec les autres acteurs pour qu'on puisse agréger toutes les contributions et avoir un impact. Et les instruments pour le faire existent, comme vous l'avez montré. Maintenant, moi, je ne sais pas comment je vais modérer. Ils m'ont glissé une note ici pour dire qu'il faut quitter la salle dans 15 minutes. Je n'ai rien fait de plus, je n'ai rien fait de moins. Donc, je vais assumer une responsabilité qui n'est pas la mienne. J'ai encore 4 intervenants, 15 minutes, on doit tout sortir. Donc, je donne à chacun de vous, Monsieur le ministre Sierra Leone, je voulais aussi vous donner la parole, mais je crois que vous vous reconnaissez à travers la brillante réponse de votre collègue de l'élevage. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est donner la parole à Sako. Well endorsed. Hein? Tout à fait entériné, dit le ministre. De l'Union africaine pour 1 minute. Hein? 1 minute, ça fait 4 minutes et on sera dans les temps pour sortir. Sako, vous avez 1 minute si vous voulez. 1 minute? Hein? Combien de minutes? 1 minute. Parce qu'on doit partir. Merci de m'avoir passé la parole. Pour une organisation continentale qui a toutes les politiques pour ces thématiques, 1 minute, ce n'est pas assez pour moi. Je vais mettre ma préoccupation dans les sites de cet event, mais je vais dire que nous sommes préoccupés avec la situation actuelle de la sécurité alimentaire et nous nous allions à cet événement ici au niveau de la souveraineté alimentaire. Voilà notre politique au niveau de l'Union africaine et nous avons des mécanismes pour pallier ou pour mitiguer le problème, le choc que ce secteur est en train de passer, dont le changement climatique, les conflits armés, les effets de la Covid et le conflit russo-ukrainien. Donc nous avons tous ces programmes, mais comme on va débattre un peu avec vous pour donner le temps, pour l'intérêt du temps, je m'arrête ici parce que je crois que j'ai épuisé 1 minute que vous m'avez donné. Merci. C'est pas la dictature, hein, c'est la dictature des organisateurs, pas la mienne. Bon, Simon, on te donne la parole. Bon, toi, tu es un ancien chercheur qui est allé à la Banque mondiale. Maintenant, tu viens de gagner le concours pour être le directeur du Centre international d'agronomie tropicale à Haïti, pour être un DG du CJR. Donc, toi, ta minute est très simple. Est-ce que les chercheurs peuvent apporter quelque chose en ce qui concerne les changements climatiques? Point. Si vous ne pouvez rien apporter, vous dites on ne peut rien apporter et je passe au second. Vous avez la parole. Allez-y vite. Non, merci, cher frère, monsieur le ministre Papasek. C'est un sujet très important. Et avec la double casquette que j'ai en ce moment, d'être à la Banque mondiale et puis être en transition vers l'Institut international de recherche agricole, je crois que je suis assez positionné pour parler, disons, de comment est-ce que les décideurs peuvent prendre en compte les priorités pour pouvoir lutter contre les effets du changement climatique. Alors, d'abord, il est important de souligner que des solutions innovantes sont importantes pour pouvoir gérer et résoudre les questions de l'insuffisance alimentaire. Ça, c'est important. La question qui se pose souvent, c'est comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est une question fondamentale. Je voudrais parler de 3 points importants, et insister sur un. Premièrement, nous devons augmenter les investissements publics. Ça, je voudrais souligner ça. Et mieux dépenser. Et je vais expliquer ce que cela veut dire dans mon entendement. Tu n'auras pas le temps d'expliquer. Donne tes 3 points. D'accord. OK. Oh, oui.
Investissement public. Oui. Les réformes de politique. Réforme de politique, oui. Et puis, les réformes des institutions pour avoir accès au marché. Voici les 3 solutions, à mon avis, qui peuvent permettre de lutter contre ça. Si vous me permettez, on peut revenir sur ça quand le temps permettra. Oui, non, on revient là-dessus. Donc, finalement, bon, les chercheurs, tout est bon chez vous. Il suffit qu'on vous donne plus d'argent, qu'on réforme les institutions, etc. Donc, si on vous donne tout ça, c'est bon. Si on fait vous ne pensez pas aussi que les chercheurs doivent changer de mentalité et comprendre que le monde a évolué et qu'aujourd'hui, notre préoccupation fondamentale, c'est faire un focus sur les voies et moyens de transformation de l'agriculture africaine par un changement de paradigme. Je suis chercheur, hein, mais nous, on pense toujours que les autres ont tort et que nous avons raison. En tout cas, on va vous donner ces 3-là, on va augmenter les investissements, réformer et tout, mais il faut aussi que vous changiez de mentalité pour suivre la dynamique d'évolution des sociétés africaines rurales. Après ça, je vais maintenant donner la parole à notre ami Shakit Alji. Bon, lui, il a réussi quelque chose d'extraordinaire au niveau de la minoterie et de l'alimentation animale. Il a ses secrets de longévité et de succès dans le secteur agricole. Quand on parle du secteur privé, voilà un exemple concret. Peut-être que je me trompe, hein, je me suis documenté un peu, j'ai vu que vous aviez plus de 2000 employés, c'est une entreprise familiale qui marche bien, vous êtes leader, vous êtes ceci. Nous, on est en train de chercher partout, on vous a trouvé. Dites-nous maintenant, qu'est-ce que vous avez fait pour réussir? Et comme ça, nous, on va capitaliser par rapport à ça. Vous, je vous donne 2 minutes. Ah oui. 2 minutes? Oui, 2 minutes. Okay. Alors, d'abord, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. L'indépendance, elle est d'abord une indépendance au niveau alimentaire. Donc, l'Afrique a tout le potentiel pour répondre à tout ça. On a pu le voir pendant ces 3 jours où le potentiel africain est de 65% des terres arables qui sont inexploitées. Et il y a une population qui va vers 2 milliards dans les années à venir. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de produire en Afrique. L'expérience autant qu'importateur, pendant la crise de 2008 et pendant maintenant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on a vu les exportateurs qui se sont protégés. Ils ont d'abord approvisionné leur pays avant de pouvoir exporter. L'expérience au Maroc, je dirais qu'il y a eu le plan Maroc vert qui a permis en espace de 10 ans d'investir plus de 10 milliards de dollars dans l'agriculture. Et sur ces 10 milliards de dollars, il y a eu 60% d'investissement privé et 40% d'État. On a pu passer, le PNB agricole a pu passer de 7 milliards de dollars à 12 milliards de dollars. Ça montre que l'implication et la stratégie de l'État est importante. L'expérience personnelle, c'est qu'on a fait des agrégations des agriculteurs et ces agrégations, avant l'agrégation, ils produisaient à peu près 12 quintaux l'hectare. La première année, ils sont passés à 22 quintaux. La deuxième année, ils sont passés à 35. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on leur a enlevé le stress d'utiliser la bonne semence, d'utiliser le bon fertilisant et de faire le bon processus. Et tout ça a permis rapidement de passer en 2 ans, en 2 campagnes, de 12 quintaux à 35 quintaux. Maintenant, je pense que si on duplique ça sur l'Afrique, la solution, elle est là. Il faut aussi penser à tout ce qu'on perd au niveau production. Il faut investir dans tout ce qui est silo, dans tout ce qui est frigo, pour ne pas perdre la production qui est faite. Et bien sûr, j'invite le secteur privé dans tous les pays de s'investir davantage avec le gouvernement pour trouver des solutions adéquates à ces pays-là. Alors, merci bien. Je vais donc
passer la parole à notre dernier intervenant, qui est le ministre des Finances et du Budget. Vous jouez un rôle central en ce qui concerne les politiques. C'est à vous de donner ou de ne pas donner de l'argent. Et dans tous les pays du monde, le ministre des Finances n'est pas le premier ministre, mais il est le premier des ministres. Parce que, bon, vous donnez quand vous voulez, vous ne donnez pas quand vous ne voulez pas. Et finalement, on se demande qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre un ministre des Finances pour véritablement matérialiser nos objectifs de politique. On m'a demandé de conclure, donc je vous donne 1 minute et ensuite je ne pourrai qu'applaudir les panélistes et puis on part, quoi. Oui. Dr Abdoulaye Papasek, je vous remercie. Souffrez en 5 secondes que je puisse adresser mes civilités aux plus hautes autorités sénégalaises pour l'hospitalité et également au président du groupe de la Banque africaine de développement pour l'excellent travail qui est fait et la réussite déjà de ce sommet, nous pouvons le dire au regard de la qualité des personnalités que nous avons eues ici et de la forte mobilisation de nos chefs d'État. Alors, il est vrai que je vais peut-être en quelques secondes à peine faire le prolongement de l'intervention de monsieur Ewi qui vous énonçait 3 points. Et dans ces 3 points, il énonçait l'augmentation des investissements et également un point qui est important qui est l'optimisation de la dépense, sinon mieux dépenser. Alors, je pense qu'au niveau des ministères des Finances, et c'est le cas de la République centrafricaine, avant d'augmenter les investissements, il faut évidemment aller accroître la mobilisation des ressources. Et en réalité, je voudrais dire que sous le prisme du changement climatique et de développement durable, je pense que les ressources existent. Il faut tout simplement que nous puissions mettre en ligne nos politiques pour aller capter ces ressources-là. Et je veux faire un lien, même si ce n'est pas la tribune pour en parler, mais faire un lien avec tout ce qui est finance verte et financement de lutte contre les changements climatiques. Vous le savez, l'Afrique abrite le 2e poumon vert au monde et nous le disons à suffisance. L'Afrique devrait pouvoir collecter les ressources qui sont à équivalence avec cette capacité de captation de CO2 que nous avons. Et également, il y a une chose qui est importante dans les investissements, et vous le disiez, Dr Abdoulaye Papasek, quand vous disiez qu'il fallait sortir du carcan de l'agriculture et traiter le sujet de l'agriculture au niveau national. Nous l'avons entendu ici, en réalité, traiter le sujet de l'alimentation, c'est également traiter le sujet de l'hydraulique, puisque nourrir nos populations, c'est également leur fournir de l'eau potable. Et je le dis parce que je souhaiterais, c'est un vœu que je formule, que pour les prochains sommets sur l'alimentation, que les ministères de l'hydraulique également soient associés à ce sommet. Il y a également les sujets relatifs à la formation technique et professionnelle. Vous parliez tout à l'heure de la recherche. C'est vrai que les chercheurs devraient changer de paradigme et prendre en compte toutes les innovations que nous avons aujourd'hui et nous proposer des modèles véritablement de... Bon, vous voulez... Ah, tu as largement dépassé. C'est vrai que c'est toi qui as l'argent. On écoute toujours le ministre des Finances parce que c'est lui qui décide. Bon, mais ici, c'est moi le décideur, quoi. Vous avez votre revanche. Donc, je suis obligé de vous arrêter. Moi, je ne vais pas vous demander de l'argent, quoi. Je ne suis pas dans la politique de votre pays, quoi. Hein? Donc, on va conclure, voilà. Très certainement, on aurait eu un panel qui aurait apporté beaucoup de réponses à nos interrogations. On avait bien démarré avec le ministre de l'Élevage et des Productions animales qui a élevé le niveau des débats, a posé un certain nombre de problématiques. Malheureusement, il va quitter la salle certainement un peu frustré parce que je sais qu'il en sait trop, parce qu'il a fait le secteur privé, il connaît bien sa matière. Malheureusement, bon,
Je vous présente mes excuses, mon cher frère. Bon, vraiment, je vous ai coupé à notre ministre de Sierra Leone, qui n'a même pas eu le temps de répondre à notre question. Mais comme les ministres de l'agriculture de l'Afrique sont souvent d'accord, je vous ai approprié la réponse de votre collègue, vous l'avez accepté. Donc vraiment, merci pour ça. Il y a aussi notre sœur Sako, elle a commencé par dire Union africaine, tout un continent, 1 minute. Bon, mais puisque l'Union africaine, c'est l'agrégation de tout ce que les gars-là ont dit, donc vous, Union africaine, c'est pour faire des synthèses, même 30 secondes, ça suffit pour vous, donc vous avez compris. Bon, Simon Evy, bon, c'est un brillant scientifique qui maintenant va diriger un des plus grands centres de recherche agricole du monde, AITA. Bon, nous pensons que, en ce qui concerne les racines et tubercules et autres, qui constituent aussi des aliments de base, plus d'autres produits que développe AITA, que vous allez véritablement, en tant que chercheur, contribuer conséquemment à la gestion des changements climatiques, continuer à nous faire croire que les changements climatiques ne constituent pas une fatalité, mais que nous sommes en mesure de développer des programmes d'adaptation, des programmes d'atténuation, grâce au capital de connaissances et de technologies générées par la recherche, pour changer les données. Notre ami Shakib, bon, je lui ai donné la parole, je lui ai dit, dis-nous quels sont les secrets de ton succès de longévité. Bon, il n'a pas tout à fait répondu. Bon, c'est normal, hein, c'est le secteur privé. Donc, il a parlé de Maroc vert et tout ça. Or, lui, il a vraiment une expérience extraordinaire en ce qui concerne la minoterie industrielle, l'alimentation animale, etc. Donc, je demanderai aux autres hommes d'affaires qui sont intéressés par la solidité de son entreprise de prendre contact avec lui, bon, pour voir quels sont les voies et moyens qu'il a pour la gestion. Enfin, notre ami ministre de l'économie et des finances, bon, je vous souhaite vraiment d'accorder dans votre pays la plus haute priorité à l'agriculture. Vous savez, il n'y a pas cette pression des acteurs ruraux vis-à-vis du ministre de l'économie et des finances. Généralement, bon, on écoute plus ceux qui sont dans la rue, etc. Or, les autres, ils souffrent dans leur champ. Donc, on ne les écoute pas souvent. Or, la locomotive de la croissance économique, en tout cas au niveau du continent africain, ça doit être l'agriculture. C'est ça qui est durable, c'est ça qui nous permet d'avancer. Alors, sous ce rapport, un ministre des Finances qui a une sensibilité réelle en ce qui concerne le secteur agricole va toujours réussir, il aura une croissance élevée et mieux, ils sont les plus nombreux, hein, les paysans. Or, les hommes politiques écoutent généralement ce qui leur permet de rester au pouvoir et de progresser. Donc, on doit collectivement soutenir le secteur primaire pour pouvoir évoluer. Ils me disent encore que je dois conclure. Donc, autant j'ai un pouvoir pour manager ce panel, autant je n'en ai pas quand les gars qui sont derrière moi me disent d'arrêter. Donc, je dois arrêter et souhaiter vivement que Dakar 3 ne soit pas le lieu de présenter des compacts, mais Dakar 3 soit le lieu de savourer la grande victoire du génie créateur africain, parce que l'Afrique arrivera à nourrir l'Afrique et va s'affranchir définitivement des caprices du marché international qui n'est pas fiable et qui ne le sera jamais, parce que les pays produisent d'abord pour se nourrir avant de penser aux autres. Donc à nous d'assurer
notre indépendance alimentaire. Sur ce, je te redonne la parole. On a bien travaillé ici, hein, bien que vous ayez coupé les choses. Bon, mais ce n'est pas grave. Merci tout le monde et que Dieu vous garde. Voilà.